Le temps que notre invité s'installe, peut-être vous rappeler ce qui a été annoncé par Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, un peu plus tôt. Suspension du brevet d'enseignement des 11 enseignants de l'école Bedford. Je dois vous avouer qu'à cette heure-ci, je me demande encore un peu ce que ça veut dire par rapport à ce qui avait déjà été annoncé. Jeudi, la commission, le centre de service scolaire a annoncé donc qu'il y avait suspension le temps de l'enquête. Là, c'est le brevet d'enseignant qui est suspendu. Pas retiré, qui est suspendu. Je pense que c'est plus dur pour le syndicat de demander le retour des profs rapidement quand tu n'as plus de brevet. Là. Moi, je pense que c'est ça une des différences. Ce qu'on me disait, parce que c'est tombé pendant l'émission, mais j'essaie d'échanger avec des gens au gouvernement pendant les pauses. On me disait que le retrait d'un brevet comme ça, c'est sûr que ça va laisser des traces aussi dans le dossier des enseignants en question. Mais honnêtement, à la lumière de ce qu'on a vu du fameux rapport explosif dont on parle depuis maintenant 10 jours, je pense qu'un retrait carrément du brevet serait et sera souhaitable, mais on va laisser les enquêtes suivre leur cours. On parle beaucoup donc du cas de l'école Bedford au Québec, mais un dossier dont on parle énormément au Québec, c'est tout le dossier Nordvolt. Mais on n'a jamais parlé de ça ici, nous, l'entre-deux-Landry, c'est la première fois. J'en reviens pas. Première fois qu'on en parle. Ben, le dossier Nordvolt, mais tout ce qui touche la pertinence ou non d'investir dans des projets, dans des entreprises et tout ça. Les gens qui écoutent Trudeau-Landry, qui te suivent depuis, mon Dieu, une vingtaine d'années quasiment, Jérôme, savent où tu loges. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis dans les médias. Ça fait 5 ans qu'on se parle dans Trudeau-Landry. Les gens savent qu'on a des divergences d'opinion là-dessus, mais on a souvent dit au cours des derniers mois que éventuellement, je le dis, mais toi aussi, tu disais, il faudrait asseoir quelqu'un ici qui connaît ça. On avait reçu monsieur, comment il s'appelait, Guy Leblanc? Oui. Il y a peut-être 2 ans pour parler de ça aussi. Oui, mais là, on était dû pour une mise à jour. J'ai tendu une perche à Investissement Québec et mon Dieu, ça donnait bien parce que la grande patronne, la PDG d'Investissement Québec, est de passage dans la région de Québec aujourd'hui, demain, je pense. Et elle est en studio avec nous pour discuter de tout ça. Bicha No, qui est avec nous, donc PDG d'Investissement Québec. Madame No, bonjour. Bonjour. Vous êtes de passage à Québec, dans quel cadre? Écoutez, quelques rencontres avec des entreprises, avec le bureau à Québec en Beauce. Donc, je passe 2 jours à Québec et jeudi en Beauce. OK. Je sais que le dossier Nordvolt, Thomas Gerbet a sorti un texte ce matin qui parle d'une possibilité que Québec cède des garanties financières pour sauver Nordvolt. Ce serait une demande de Goldman Sachs qui regarde comment ça se passe au Québec, les perspectives, puis qui se disent, ouais, mais on pourrait se protéger, nous autres, davantage si on obtenait les garanties financières que Québec a. Je comprends que tout ça n'est pas ficelé, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état de la situation? Comment ça se passe avec Nordvolt? Quelles sont les perspectives en ce moment pour l'investissement du gouvernement dans ce projet-là? Bien sûr. Premièrement, je ne peux pas commenter sur les discussions qu'on a avec l'entreprise. Ceci étant dit, ce que je peux vous confirmer, s'il n'y a pas d'intention, il n'y a vraiment jamais été de discussion pour que le gouvernement cède ses garanties au niveau des sûretés qu'on a dans le financement de Nordvolt. Donc ça, c'est hors de question et ça n'arrivera pas. L'autre chose à considérer, on a mis, comme vous savez, 240 millions en prêt qui est au niveau du terrain, avec la sûreté du terrain, et un autre 270 millions qui est au niveau d'une débenture qui est dans la société mère. Au niveau de la débenture, on est prioritaire sur les actionnaires, mais évidemment, s'il y a des créanciers, mais on est en dessous des créanciers. Donc, le but, l'objectif, on est en discussion constante, le gouvernement et Investissement Québec avec l'entreprise pour trouver des moyens pour s'assurer que le projet va de l'avant au Québec. Mais je veux être sûr de bien comprendre. Vous avez dit au début, on ne cédera pas nos garanties, mais on rapporte vraiment qu'à Goldman Sachs, qu'il y aurait eu des discussions puis que le gouvernement aurait accepté de céder. Vous avez lu des choses, mais je vous le dis, on ne cède pas nos garanties. Donc c'est faux ce que Thomas Gerbet écrit? On ne cédera pas nos garanties, je vous le confirme. Donc c'est faux? Je vous confirme ce que je sais, c'est qu'on ne cédera pas. Je ne vais pas commenter sur ce que M. Gerbet a écrit. Mais ce que je vous dis, c'est que le gouvernement ne cédera pas les garanties sur notre financement. Est-ce que vous êtes en mesure de confirmer qu'effectivement, il y a eu une demande faite par Nordvolt auprès de certains de ces investisseurs, dont le gouvernement du Québec ou Investissement Québec ou la Caisse de dépôt, d'augmenter les liquidités qu'on met dans l'entreprise? On n'a pas l'intention et il n'y a pas eu une demande d'augmenter nos liquidités. Ceci étant dit, on est en discussion avec l'entreprise pour trouver un moyen pour s'assurer que le projet au Québec, ce qu'on veut,
c'est solidifier le projet, s'assurer qu'effectivement le projet au Québec va de l'avant. Donc, on est en discussion constante et comme je vous mentionnais au tout début, je ne peux pas commenter sur les discussions avec l'entreprise. Oui, mais est-ce qu'on parle des mêmes garanties dans l'article de Thomas Gerbet auquel vous faites référence? Je ne sais pas, je n'ai pas parlé à M. Gerbet, je ne pourrais pas commenter. Vous avez sûrement lu l'article aujourd'hui. J'ai lu l'article, mais je ne commenterai pas sur ce qu'il a écrit. Qu'est-ce que vous répondez, Mme No, aux Québécois qui sont de plus en plus sceptiques par rapport à Nordvolt? Parce qu'au début, c'est un dossier qui a fait énormément jaser, qui a causé des controverses, mais pas tant sur la pertinence, sur la situation ou sur la solidité de l'entreprise. C'était plus pour des considérations environnementales. Est-ce que ça prend un BAP? Est-ce que ça n'en prend pas de BAP? Et tout ça. Mais malgré ça, il y avait un appui qui était, quand c'était mesuré, qui était assez tangible envers le projet de Nordvolt. Là, avec les difficultés que la maison mère connaît, on comprend qu'il y a une différence entre les deux projets, mais les gens sont de plus en plus sceptiques, j'ai envie de vous dire craintifs par rapport aux investissements que le gouvernement a fait, qu'Investissement Québec a fait. Est-ce que vous êtes rassuré? Est-ce que vous êtes encore confiante par rapport à la viabilité de ce projet-là? Écoutez, le fondamental de la filière batterie ne change pas. Ceci étant dit, c'est un projet structurant. On parle beaucoup de Nordvolt, et c'est vrai, c'est un projet qui est majeur, mais on ne parle pas des autres projets qui vont de l'avant. Je pense, par exemple, à un Nemaska, je pense à Ultium-Cam, le projet va de l'avant, Volta, les feuilles de cuivre. Donc, tout le focus depuis quelques semaines, malheureusement, est sur Nordvolt, et le contexte est difficile. Je pense qu'il n'y a aucun doute, vous le voyez, vous le lisez, il y a vraiment une baisse de la croissance de la demande des véhicules électriques. La Chine avait un surplus de batteries qu'ils ont vraiment mis sur le marché. Donc, les différents acteurs doivent se repositionner et ça fait partie. Puis comment est-ce qu'on fait, nous, au Québec, pour s'assurer que les projets qu'on a mis de l'avant, puis là, j'en ai nommé quelques-uns, vont de l'avant. Vous avez vu cet été, Ford EcoPro a arrêté parce qu'ils étaient en train de repenser à la chimie de la batterie. Ils ont redémarré le projet, ils ont arrêté une deuxième fois, ils ont redémarré. Il y a quand même des risques qui sont reliés à tout ça, mais vraiment, ce qu'on fait, c'est s'assurer qu'on essaie de se donner le maximum de chances pour faire arriver ce projet-là. Mais est-ce qu'on est concurrentiel avec la Chine? Parce que, sans parler précisément de Nordvolt, il y a quand même le boss de Nordvolt qui avait déjà dit à Patrice Roy, c'est une course contre la montre, il faut que ça aille vite. Donc, c'est pour ça qu'on brûle des étapes. Mais de façon générale, est-ce qu'on est compétitif avec la Chine dans la production, soit de cellules ou de batteries? Ou es-tu capable de suivre la parade actuellement au Québec avec tout ça? Je pense que la batterie qui serait produite au Québec serait une des plus vertes. Quand on pense à l'énergie verte qu'on a, qu'on pense aux minéraux critiques. Ici, donc l'extraction du lithium, au lieu de partir et de vendre la commodité. Donc, elle est différente. Surtout la batterie québécoise va être différente. On est en train d'intégrer complètement la chaîne au Québec. C'est ça qu'on essaie de faire. Quand on regarde le type de difficulté qu'une jeune pousse comme Nordvolt a, une espèce de crise de croissance qui vient avec après ça un problème de liquidité, qui peut s'apparenter dans d'autres mesures aussi à ce que, par exemple, Lion Électrique peut vivre difficulté à livrer tout ça. J'ai l'impression que l'espèce de tolérance au risque des Québécois est plutôt limitée. C'est-à-dire qu'on voit des difficultés et là, rapidement, on se dit, ça y est, l'aventure va tourner au cauchemar, on va perdre toutes nos billes. Est-ce que vous avez en tête des exemples d'entreprises qui sont passées par le même genre de difficultés? On me citait Apple, mais Apple, je pense, dans la tête des gens, c'est vu comme quelque chose qui est dans une ligue à part. Mais est-ce que vous avez en tête des exemples ou est-ce que c'est fréquent de voir effectivement des compagnies qui, dans les yeux de certains, dans le regard de certains, s'en vont directement dans le mur, mais ce qui est fait, le recentrage, la réorganisation va mener à une pérennité puis à une réussite de ces entreprises-là? Oui, j'ai plusieurs exemples, mais peut-être juste même avant d'aller là, vous parlez toujours de risque, est-ce qu'on est prêt à prendre ce risque-là? L'État a quand même un rôle à jouer là-dedans pour soutenir certains secteurs stratégiques, pour soutenir les investissements en recherche et développement. Si on parle de la productivité du Québec, puis on dit comment est-ce qu'on fait pour améliorer la productivité, ça se passe beaucoup par l'innovation. Et pour investir en innovation, il faut qu'il y ait de plus d'entreprises émergentes en innovation, qu'il y ait plus de technologies disponibles pour que les entreprises puissent adopter ces technologies-là. Quand on regarde au Canada, au cours des 20 dernières années, les dépenses en recherche et développement ont baissé de 3 % versus une augmentation de 37 % aux États-Unis. C'est majeur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour stimuler ça? On a lancé plusieurs initiatives pour vraiment, quand je pense par exemple au fonds Eureka qui a été mis en place, c'est vraiment un fonds pré-amorçage pour aider
partir de la recherche, de partir de l'idée et de l'amener au marché. Quand je regarde tout ce qu'on fait au niveau du capital de risque, Investissement Québec est très actif pour justement identifier de jeunes entreprises prometteuses qui ont le potentiel de devenir des leaders dans leur industrie. Mais là, on va parler justement du Fonds de développement économique. Là, ça, c'est un enjeu, mais je veux qu'on parle des rendements aussi. Parce que ça, comme contribuable, c'est peut-être le bout qu'on a moins aimé récemment. Les exemples, je voulais qu'on aborde des exemples, Jérôme, de compagnies qui ont passé au travers des tempêtes comme ça. Je regarde, par exemple, une société comme Hopper, société en capital de risque. Investissement Québec est un des acteurs les plus actifs en capital de risque au Canada, selon CVC. Donc, capital de risque, c'est quoi? C'est qu'on parle d'entreprises au stade de démarrage, qui ont une technologie, qui ont vraiment une technologie... Ils sont dans quoi, eux autres, Hopper? Hopper avait développé un programme, un système pour vraiment la réservation des billets d'avion. Je vous ai dit qu'en 2020, au tout début de la pandémie, ils étaient dans une crise financière énorme. Ils essayaient de lever de l'argent. C'était très difficile. Investissement Québec a joué un rôle pour les aider. Si vous parlez au fondateur, Fred Lalonde, l'histoire qu'il raconte, on a sauvé l'entreprise d'une certaine façon. Il s'est réinventé en parlant de dire oui, durant une période c'est difficile, mais d'ajouter des services financiers à son programme. Et c'est ça, il a réinventé son histoire avec la même plateforme. Mais c'est ce genre d'entreprises qui doivent être agiles, qui s'adaptent aussi à l'environnement. On rencontre la Xerax demain. C'est une société de Québec, en fait, que je rencontre demain. On va faire une annonce demain. C'est une société qu'on soutient depuis 2018 qui développe et intègre des systèmes de laser très précis pour des secteurs spécialisés dans la soudure. C'est une belle société qu'on a aidé vraiment, qu'on a fait passer de petite à moyenne. Le but, c'est de faire grandir les entreprises du Québec. C'est intéressant, mais moi, comme contribuable, je veux des rendements aussi, parce que les exemples sont intéressants. Mais quand je regarde les rendements, là, septembre 2024, 2,6 %, ça, c'est en bas de la BDC, c'est en bas de l'inflation aussi. Ça, c'est un peu difficile à comprendre. En bas des comparables, la bourse, c'est à peu près 14 %. Pourquoi on fait juste 2,6 %? Parce qu'on a un mandat qui est complètement différent des autres institutions. On a un mandat de développement économique. Investissement Québec va prendre plus de risques que le marché. C'est pas comme la caisse de dépôt, mettons. Pas là. Du tout. La caisse est évaluée en fonction de différents indicateurs. Pour nous, on est évalué sur une moyenne 5 ans. Il faut qu'au minimum, on puisse générer le coût d'emprunt du gouvernement qui est aux alentours de 3,5 %. Ouais. Si on regarde les 5 dernières années, notre moyenne, c'est au-dessus de 5 %. C'est très comparable, en fait, à nos pairs. On a fait vraiment... Notre bénéfice net a oscillé quand même entre un moins 200 millions et un plus 1 milliard au cours des 5 dernières années. Donc, en moyenne, on est au-dessus de 5 %. Mais tu sais, ça prend beaucoup d'argent public aussi. Tu sais, Michel Gérard écrivait le 30 septembre, parlait du FDE. Ça, c'est le Fonds du développement économique. Il faut mettre des centaines de millions annuellement. 2019-2020, 1,7 milliard. 2022-2023, 475 millions. Il faut constamment renflouer ça. Ça, c'est un peu choquant pour le contribuable aussi. Est-ce que ça peut être pensable qu'éventuellement Investissement Québec peut-être prenne un peu moins de risques avec notre argent? Mais vous savez, si on veut développer des secteurs stratégiques, je prends l'exemple de la France, par exemple, que l'État français a soutenu Airbus pour créer un leader, un champion qui, aujourd'hui, Toulouse est rendu un écosystème de l'aéronautique. C'est bon pour les exportations, c'est bon pour les emplois, c'est des emplois bien rémunérés. Mais c'est des paris qu'on prend un peu, là. Je veux dire, Taïga, puis Lyon électrique, il y a un paquet d'exemples. C'est sûr qu'il y a des risques, mais en même temps, il y a d'autres dossiers qui permettent de balancer. Qu'on regarde un investissement, oui, un investissement, c'est la totalité du portefeuille. On regarde le portefeuille d'Investissement Québec, c'est un portefeuille de 15 milliards, c'est à peu près 6 000, 5 600 entreprises. Mais c'est quand l'inflation est un chiffre là, de 5, 6, 7 % puis qu'on fait juste 2,6 %. Je me dis, on aurait été mieux de mettre l'argent en bourse. Mais vous, ce que vous dites, c'est non. Nous autres, c'est pas des rendements, c'est on veut développer des entreprises. Il faut développer des secteurs. Quand je vous parlais d'investir dans la recherche et développement, si on veut créer de l'innovation... Quitte à perdre de l'argent avec des projets un peu bizarres, des fois, là. Comme un dirigeable, mettons, ce genre d'affaires-là. Là. Quel dirigeable vous parlez? Ben, les patentes de Fitzgibbon, là. Ben oui, c'est un peu ce que vous dites, c'est que vous êtes prêt à prendre des chances, quitte à perdre de l'argent avec certains projets. Mais de la même façon, quand je vous ai parlé de Hopper plus tôt, le marché n'était pas là. Le privé n'était pas là. Nous, on a joué un rôle. Qu'on parle du préamorçage au tout début dans la chaîne, c'est très risqué, mais il faut que quelqu'un joue ce rôle-là. Je vais juste vous demander de vous rapprocher un peu plus du micro, Mme No, pour que les gens vous entendent bien. Jérôme parle du rendement, qu'on a eu des discussions là-dessus, puis Jérôme me disait un peu ce qu'il vient de dire. Est-ce qu'on ne serait pas mieux de le mettre à la bourse où les rendements sont plus élevés?
Moi, un des arguments que je mettais de l'avant, c'est qu'on ne peut pas utiliser uniquement le rendement comme indicateur de performance de ce que Investissement Québec fait. Il y a tout l'impact que ça va avoir au niveau économique dans des régions données lorsqu'on vient soutenir une entreprise, la création d'emplois qui est connexe, l'économie indirecte qui se génère et tout ça. Il y a ça aussi, je ne sais pas si vous le mesurez, mais on ne peut pas juste utiliser le rendement, à mon sens. Ce qu'on regarde, c'est la productivité. Ce qu'on veut, c'est s'assurer que les entreprises québécoises soient plus productives, donc plus compétitives et donc pouvoir exporter. C'est ça qui crée la richesse au Québec. C'est pas les marchés boursiers, de faire un rendement sur le marché boursier. Ce qu'on regarde, c'est par exemple, on avait lancé il y a 4 ans, puis on va sortir la semaine prochaine notre nouvelle mouture de productivité et innovation. On s'était donné comme cible d'investir, de déployer 2,4 milliards dans des projets qui augmentent la productivité des entreprises québécoises. On va finir à peu près à 3,6 milliards pour des projets de plus de 10 milliards. Donc, quand même, pour chaque dollar qu'on met, le privé met un autre 2,5-3 dollars. Et l'autre point à considérer aussi, quand on regarde le tissu économique québécois, c'est à peu près 2 % des entreprises qui ont plus de 100 employés. Donc, de la moyenne et de la grande entreprise. Mais ça représente 2/3 du PIB du Québec. Comment est-ce qu'on fait pour aider plus d'entreprises à croître, de passer de petite à moyenne à grande? Si on regarde nos chiffres dans l'entreprise, ce qu'on appelle le capital de croissance, donc des entreprises qui ne sont pas en démarrage comme capital de risque, depuis 2019, les entreprises que nous avons soutenues, 27 % sont passées de petite à moyenne ou moyenne à grande. Et non seulement ça, 26 % ont augmenté leur productivité de plus de 25 %. C'est ça des chiffres qui nous parlent. Ouais. C'est ça qui a un impact sur l'économie québécoise. Mais là, on va faire de la science-fiction un peu, mais ce serait comment le Québec s'il n'y avait pas d'Investissement Québec? S'il y avait très, très peu, je dirais pas du tout, mais s'il y avait beaucoup moins, mettons, d'intervention de l'État. Parce que moi, je suis peut-être un rêveur, mais... Moi, je rêve au libre marché, où l'État ne choisit pas des gagnants et des perdants, où l'État se dit pas, non, ça, c'est le secteur d'avenir. Moi, je rêve de vivre dans un endroit où c'est les lois du marché, l'offre et la demande, puis, coudonc, si t'as pas un bon produit, tu survis pas. Ça n'arrivera jamais au Québec, ça. Bien, je pense que on a besoin de l'État pour soutenir certains marchés, certains secteurs stratégiques en recherche et développement. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut... Quand on regarde un des rôles d'Investissement Québec, c'est de combler la carence dans la chaîne des capitaux. Donc, par exemple, quand je parlais des dossiers en amorçage, il n'y a pas beaucoup de joueurs privés qui sont prêts à investir là-dedans parce que le risque est plus élevé. Investissement Québec va jouer un rôle là-dedans pour essayer de propulser plus de jeunes entreprises innovantes. C'est ça le rôle. Quand on regarde, par exemple, je prends l'exemple des États-Unis, qui est un marché où les dépenses et la productivité est en hausse. Eh bien, dans les années 80, les investissements en recherche et développement, c'était 50-50. L'État faisait 50 %, le privé fait 50 %. Ça a permis de créer des géants, les Amazon de ce monde, Google, les Apple, les autres. Et aujourd'hui, c'est inversé. 78 % des dépenses en recherche et développement viennent du privé et seulement 22 % C'est ça qu'on veut, en bout de ligne. On veut arriver là. Mais je me dis, il y a eu un push énorme du gouvernement pour aider ça. Si ça fonctionnait vraiment au Québec, l'intervention de l'État dans l'économie, on serait riche, parce qu'on le pratique depuis des décennies, l'intervention économique de l'État. Pourtant, je pense pas qu'on soit les plus riches en Amérique, loin de là. Ben, on a quand même, si on regarde, là, la productivité par heure travaillée par rapport à l'Ontario, puis je le compare depuis 2018, c'est aux alentours de 4,50 l'écart de par heure travaillée. Aujourd'hui, on est rendu à 1,50. Quand même, là, il y a quand même... ça veut dire il y a encore un écart, mais notre croissance a été beaucoup plus importante que celle de l'Ontario. Donc, il y a du progrès quand même. Là, on a tendance à retenir les échecs. T'sais, vous nous parlez vous avez mentionné 2-3 dossiers qui fonctionnent bien. On en parle moins comme... Le Québec qui serait une proie lorsque on voit des compagnies qui sont achetées par des intérêts étrangers. On parle uniquement de ça, des compagnies, des fleurons qui quittent. Mais quand on regarde les chiffres, le Québec est un prédateur, n'est pas une proie, mais on n'en parle peut-être pas assez de ça, de ce qui marche, de ce qui fait du rendement. De ce qui est... Qu'aujourd'hui, dans la filière batterie, on parle que de Northvolt et non des autres projets qui vont bien. Personne ne parle de Nemaska. Mais parce que les politiciens, ils l'ont joué gros aussi, là. Les élus ont fait une grosse conférence de presse, puis regardez comment on est tourné vers l'avenir. On sait que M. Legault veut en faire son leg. Oui, mais beaucoup Northvolt aussi. Ils en ont beurré épais sur Northvolt aussi, il faut l'admettre. Parce que c'était un gros projet. C'est le premier stylier qu'on allait chercher, mais... La chaîne, la batterie, c'est plus que ça. Vous parlez de... parce que dans le fond,
moi, je me questionnais sur le coût de l'inaction. Un peu ce que Jérôme disait, si on n'agissait pas, ben vous dites Investissement Québec doit aider des petites entreprises à grandir. Donc, le coût de l'inaction sera un peu ça. Là. Finalement, c'est une espèce de stagnation de notre économie. Il y a aussi, on a joué des rôles aussi, par exemple, je pense à l'entreprise Novatech, qui est un beau fleuron québécois. L'entrepreneur voulait vendre l'entreprise. On s'est mis avec une famille québécoise, la famille Gendreau, qui ont Garaga pour acheter ça. C'est le genre de situation où si on aide pour protéger des entreprises québécoises. Donc, aider des entreprises à croître, à grandir. Ceci dit, la FCCQ a organisé une grande mobilisation devant l'Assemblée nationale aujourd'hui avec des représentants de PME. Et là, je cite un des dirigeants de la FCCQ, Fédération des chambres de commerce du Québec, qui dit « L'entrepreneuriat ne se porte pas très bien au Québec. Le taux de création d'entreprises est plus faible qu'au Canada. Le taux d'insolvabilité des entreprises est en croissance et nos villages se vident lentement de leur commerce de proximité. Le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour inverser ces tendances et rapidement. » On entend beaucoup des PME qui dénoncent le fait qu'on vienne investir dans des grandes compagnies étrangères pour venir s'installer ici, alors que les PME disent « Hey, nous autres, on a besoin d'aide, que ce soit pour la décarbonation, pour prospérer, tout ça. » Vous répondez quoi, ces gens-là qui étaient là aujourd'hui? Voilà, j'entends souvent ce commentaire-là. Ceci étant dit, encore une fois, on parle Investissement Québec, portefeuille de 15 milliards, à peu près 5 600 entreprises dans notre portefeuille. 2 % de notre portefeuille, c'est des entreprises étrangères. Donc, 2 % sur le 5 600 et à peu près 15 % du 15 milliards, c'est dans des entreprises étrangères. Pourquoi 15 % Parce qu'effectivement, il y a eu des chèques qui ont été donnés pour la A220, donc le Airbus Canada. Des projets comme Northvolt, c'est des plus gros montants, mais quand même, c'est quand même 85 % qui est investi dans les entreprises québécoises. L'autre point à noter au cours de la dernière année, c'est 60 % de nos interventions ont été faites dans des entreprises dans des régions, des MRC non urbains. Donc, on est un peu partout. Mais tout ça, oui, exactement ça, c'est ce qu'on cite, c'est dans nos chiffres, mais on n'en parle jamais. Ce qu'on parle, c'est pourquoi avoir investi dans la grande entreprise étrangère. Mais c'est 2 % puis 15 %. Je veux parler de transparence aussi avant de vous laisser aller. Récemment, le Journal de Montréal, le Journal de Québec a fait une enquête sur l'utilisation des cartes de crédit dans les ministères, entre autres Investissement Québec aussi. Et il semblerait qu'Investissement Québec a caviardé l'ensemble des noms des fournisseurs, des employés qui ont effectué des achats au cours des 3 dernières années. Pour vous, est-ce que c'est acceptable, ça, de caviarder les comptes de cartes de crédit quand les journalistes demandent d'avoir les dépenses chez Investissement Québec? Bien, ça touche un peu aussi à la confidentialité personnelle des gens. En fait, vraiment, ça touche à voir son compte de dépenses, savoir où telle personne a été dans tel... Mais c'est avec des fonds publics, là. Les fonds sont publics, là. C'est pas avec leur carte de crédit personnelle. Ben, en fait, le compte de dépenses des employés. Qui est remboursé. Mais ça, c'est public, ça. Ça devrait être public, ça, non? Mais ça touche vraiment l'information privilégiée et personnelle des individus. Et ça, on ne peut pas se permettre. C'est pas d'intérêt public de savoir ce que les employés d'Investissement Québec font quand ils font des voyages d'affaires et que les comptes de dépenses sont remboursés? Tous les montants. Vous avez déjà reçu tous les montants, mais on n'est pas allé par individu et tout. Non, ça, on partage pas. Pas de détails là-dessus. Parce qu'il y a des ministères qui le font aussi. Je veux dire, on peut faire des demandes. Mais chez Investissement Québec, c'est pas nécessairement. Nos aviseurs légaux nous déconseillent de faire ça. Ah, c'est les avocats qui ont dit ça. Parce qu'il y a autre chose. Il y a des journalistes d'enquête aussi qui ont dit, sous Pierre Fitzgibbon, très difficile d'avoir aussi tous les détails sur qui a reçu des chèques aussi. Est-ce que ça, il y a des journalistes d'enquête qui ont dit ça également, qui ont fouillé ça, que c'est très difficile d'avoir les bénéficiaires? Les transactions sont sur notre site Internet. 100 des chèques qui sont donnés avec... Toutes les transactions qu'on fait sont sur le site Internet Investissement Québec. Avec tous les détails à ce moment-là. Je ne pense pas qu'on donne les détails. Je pense que tu as la liste des interventions. Et qui a reçu l'aide financière? Les entreprises. Les entreprises, parfait. Madame No, juste, je boucle la boucle parce que c'est quand même important ce que vous nous avez dit au début de l'entrevue. Selon ce que vous nous dites, d'aucune façon, Investissement Québec a cédé ses garanties financières pour sauver Northvolt. Sans rentrer dans les détails des discussions, mais il y a des discussions qui ont lieu au moment où on se parle. Michel No, PDG d'Investissement Québec, merci beaucoup d'être passé nous voir. Bon passage à Québec et au plaisir de vous reparler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 14h13 minutes 25 226 pour nous rejoindre dans Trudeau-Landry. On s'arrête, on revient.